On doit planifier avec Docteur les Mouya, communautés. Oui. vous avez encore 10 minutes. D'accord. On va parler rapidement de l'infodémiologie. L'infodémie, c'est la désinformation, justement, qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui ne sont pas vraies. Et parce que soit c'est une information qui a été donnée parce que les gens ne savent pas, ou bien c'est une information qui a été donnée parce que les gens les font volontairement, ils ne veulent pas ils veulent perturber l'information des gens. Je donne un exemple, c'est tantôt, beaucoup de désinformations. On a dit qu'en Norvège, il y avait 23 cas de décès. Oui, on a prouvé, c'est déjà de 89 ans qui étaient morts 5-10 jours après le vaccin, mais une personne de 89 ans peut mourir après un vaccin. Il y a cette étude que j'aime beaucoup qui disent qu'il faut prendre des produits alcalins pour ne pas avoir le Covid, mais je me suis rendu compte que dans cette liste-là, vous avez le pissenlit qui a un pH de 22,7. Je n'ai jamais vu un pH à 22,7 ou bien l'avocat qui a un pH à 15. On a dit que Bill Gates a parlé de Covid. Bill Gates a utilisé les données, on appelle une simulation de Hopkins pour expliquer que si on a un virus, on ne pourra pas le faire et qu'on n'a pas prédit, il y a des prédictions, on n'a pas prédit les Covid, surtout que les pauvretés là ne provoquent pas. Quand on a des informations, on se rend compte que beaucoup de choses sont dites qui ne sont pas vraies. Surtout, les gens croient au traitement miracle qui n'existe pas. Et les gens croient que Bill Gates est responsable de ça. Les virus auraient quitté un laboratoire, la 5G ou autre. Lorsque l'OMS a lancé un programme qu'on appelle Réfléchissez, quand vous avez une information, avant de la partager sur les réseaux sociaux, réfléchissez d'où vient-elle, quel est l'objectif. Si ce n'est pas important, ne partagez pas, ne participez pas à des informations. Ceci, c'est lorsque nous suivons en ligne. Là, nous suivons en ligne. Il y a des programmes et des protocoles pour suivre les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. On suit. Et on s'est rendu compte que les gens qui refusent les vaccins, c'est soit pour des raisons politiques, soit parce qu'ils pensent que c'est pas inefficace, soit parce que les big pharmaceutiques ont fait un complot, théorie du complot et autres. Quand vous devez répondre à ces gens, chaque groupe a une question qui est différente. Les messages ne doivent pas être les mêmes messages. Il faut que les messages soient adaptés au groupe auquel vous parlez. Pourquoi il y a des informations aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le monde a changé. C'est le monde 2.0. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, tout le monde avec un téléphone portable peut enregistrer une vidéo et devenir un producteur. Même s'il n'a pas l'information qui est scientifiquement acceptable, il peut commencer à propager la nouvelle. Et que le monde actuel fait que tel que... Aujourd'hui, si vous avez... Là, on est en train de se parler. Il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Europe, qui sont au Gabon, qui sont au Congo, qui sont en Irlande. Toute personne qui, avec un peu de temps, peut donner une simple petite information. Et ça circule rapidement. C'est la raison pour laquelle l'OMS a dit on ne se bat plus contre seulement la désinformation, contre la pandémie. On se bat contre l'infodémie. Ça dit que c'est une pandémie de l'information qui pose le problème. C'est qu'on doit gérer et le virus et la désinformation qui met parfois en branle les mécanismes de santé publique. Et généralement, lorsqu'on peut faire ça, les infodémiologistes, c'est les gens qui sont intéressés à la question. On est parti chercher les notions de l'épidémiologie pour pouvoir répondre à ça. Comme l'épidémiologie, on cherche de détecter les choses. L'infodémiologie utilise les principes de l'épidémiologie pour détecter, par exemple, l'épidémie, on détecte les virus. Nous, on détecte ce qu'on appelle les narratifs. L'autre, il détecte la maladie. Nous, on détecte la manque de confiance et on intervient. Et différentes étapes pour intervenir. Lorsqu'il y a une information, on la check, on trouve la bonne information et on explique, on débunk, on donne la bonne information pour que les personnes ne soient pas trompées. Et généralement, comment ça se fait? Il y a une préparation, il y a une équipe qu'on doit se préparer. Surtout, deuxième étape, il faut écouter. La deuxième étape, il faut écouter. Écouter les gens, écouter les réseaux sociaux, détecter ce qu'ils disent. Lorsque vous les avez compris, avec les données réelles sur le terrain, des équipes avec des focus group, des interviews ou bien les données qualitatives, on fait et on engage des réponses pour pouvoir répondre aux gens. Quand on est infodémic manager, il y a plusieurs étapes pour pouvoir le faire. Et ces différentes étapes, l'infodémiologie passe par plusieurs étapes. Premièrement, on commence par écouter les personnes. On écoute les personnes. Après avoir écouté les personnes, on donne un message qui est basé sur les données scientifiques. On intervient, on contrebalance des informations par l'information vraie. On ne fabrique pas. Parce que si vous avez trompé, la personne qui vous parle peut être plus intelligente que vous. On va monitorer l'environnement et ça pose. Ça tourne en rond parce que parfois on intervient, on est obligé d'intervenir au stade 4 et on revient au stade 1, 2, 3 pour pouvoir intervenir. L'infodémiologie, c'est une science globale où il faut associer les journalistes qui souvent ont une illettrisme scientifique qui fait
ils compensent tous les nouvelles au même niveau. L'épidémiologie, l'infodémiologie prend la santé publique, l'épidémiologie, prend les sciences digitales, prend les sciences de comportement. Parce que quand vous donnez l'information, on doit se comporter, marketing et autres. Le problème, c'est que c'est là où on disait que l'épidémiologie est très bonne, mais nous, les infodémiologistes, on est imbus de notre personne. Nous englobons l'épidémiologie tout en la dépassant, parce qu'on se rend compte qu'il faut prendre beaucoup d'aspects pour pouvoir discuter. Raison pour laquelle nous conseillons actuellement que dans toute réponse, riposte, autre, il faut avoir un infodémic manager. Soit vous en engagez un qui coûte très cher comme moi, c'est possible, soit vous prenez logiquement quelqu'un qui est au pays, qui connaît comment gérer et prendre les autres compétences, les gens qui ont un risque de communication, les gens qui ont communication de crise, les gens qui savent les problèmes de comportement et les gens qui peuvent, les statisticiens, les gens qui peuvent faire les data pour avoir des décisions et intervenir. Plusieurs protocoles existent pour pouvoir les faire. Là, je vous appelle le fact-checking. Nous suivons les réseaux sociaux. Il y a des programmes qui le Google Triangle, qui nous permet, là, sur mon ordinateur, de checker tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. On les check et on utilise souvent Twitter pour la simple raison que Twitter, ce sont plus les gens qui parlent, qui publient. On prend ça comme des narratifs, comme des interviews. C'est plus facile à analyser avec les données qualitatives comme les logiciels NVivo, les logiciels qualitatifs, ainsi que les logiciels mixtes. On peut faire Google Trend ou bien il y a des programmes que nous utilisons pour surveiller les réseaux qui sont les Agora Plus, au-dessus de autres. Le problème est qu'il faut être là où les gens sont. On ne peut pas être là pendant que l'information, raison pour laquelle l'étude de Dikete Kemen, vraiment c'est une étude que j'ai beaucoup appréciée, montre que là, c'est au Congo, c'est de bouche à oreille. Donc il faut faire des campagnes pour les bouches à oreille. Parce que si moi je viens en tant qu'expert, il faut avoir les batailles du pays. Je commence à aller sur Facebook. À Facebook, oui, il y a très peu d'utilisateurs. Au Congo, c'est plus WhatsApp et très peu de Twitter. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut être là où se trouve le monde. Là, je vais montrer une étude, c'est Google Triangle. Nous avons fait une étude qui est là, où nous avons écouté les réseaux sociaux. En vert, en bleu, ce sont les gens qui sont, en bleu, les gens qui sont vaccins positifs. En rouge, ce sont les gens qui sont anti-vaccins. Et en vert, ce sont les conversations des personnes qui sont des personnes hésitantes. On se rend compte que le groupe de ceux qui sont vaccinés, les anti-vaccins, sont très efficaces pour aller convaincre ceux qui sont anti-vaccins. Les pro-vaccins parlent entre eux. Les gens qui sont pour les vaccins, ils parlent entre eux, mais ils ne vont pas convaincre les autres. C'est ça que cette étude montre. Et enfin, je ne terminerai pas sans l'affaire des passeports vaccinaux. Oui, ça se parle souvent. Bill Gates n'y est pour rien. Ce sont les compagnies d'aviation qui demandent à ceux qui ont un passeport. À titre personnel, moi, je m'étais fait vacciner. Ma carte vaccinale est là. Le système de santé vous dira que quand vous vaccinez, il faut au moins qu'il y ait une information pour être rappelé après. Mais ça, vous ne savez pas déjà que pour quitter le Congo, venir en Europe, on doit ou bien quitter d'ici à l'heure, on a toujours un papier de vaccin pour pouvoir se faire vacciner. Les gens ont dit qu'il faut que ce soit plus rapide avec une carte numérique. À titre personnel, je ne suis pas opposé. Là où je suis opposé, c'est lorsque ça amène des problèmes éthiques. Est-ce que les gens qui vont refuser les vaccins, on va les refuser le prendre de l'avion? Là, c'est la question qui se pose. Mais à titre normal, ce sont les compagnies d'aviation. Bill Gates n'y est pour rien. Ce sont les compagnies d'aviation et un monsieur qui est à Palo Alto aux États-Unis, Samuelson, qui veut monter une entreprise parce que même le Covid